librophage, bienvenue dans Mangeur de livres, le podcast dédié à la lecture en tout genre et de livres en tout type. Alors mea culpa, j'avais promis que je passerais plus de longues périodes sans faire de podcast, mais à ce que je vois, le dernier il date du 3 juin et on est le 16. Donc j'ai encore fait un petit break de 2 semaines presque, mais c'était indépendant de ma volonté. Mais bon, je reviens quand même. Je reviens. C'est addictif hein, de podcaster. Alors, après avoir fait pas mal de petits podcasts d'histoire, et d'ailleurs je tiens à remercier les nombreux auditeurs qui ont fait des commentaires sur les derniers podcasts historiques. Ils se reconnaîtront, et vraiment je les remercie beaucoup. Ça fait plaisir de voir que ça commence à prendre. En tout cas, ce soir, on va revenir à notre ami Robert Howard. Alors je l'ai pas fait exprès. Je sais que j'ai dédié 3 podcasts là du 25 mai dernier à Conan. C'était les poches là dont je vous parlais chez au livre de poche là, les nouvelles traductions et les nouvelles éditions livre de poche de Conan. Et en fait, dans la même collection, là, peu de temps après, je suis tombé sur un recueil de nouvelles de Robert Howard. Qui a été réagencé en fait par Patrice Lunet là, dont je vous avais parlé. C'est et le traducteur et l'éditeur et le spécialiste de Robert Howard, j'allais dire mondial, parce qu'il est reconnu en France et aux États-Unis pour le travail qu'il fait sur Howard depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'avais entendu dire dans un podcast justement où il était invité que à l'occasion de cette nouvelle édition, parce que comme je vous dis là c'est édité au livre de poche, et en fait sinon ça avait été édité chez Brajlon, les intégrales d'Howard, et je crois que ils avaient édité en poche au moins une partie. En tout cas, apparemment, vous savez, souvent les droits pour l'édition en poche, ça dure un certain nombre d'années, puis ensuite c'est remis en vente. Apparemment, Brajlon, ils n'ont pas voulu recommencer à les éditer, et donc le livre de poche a repris les droits de Robert Howard, et Patrice Lunet s'est encore retapé entre guillemets une édition nouvelle. Et j'avais entendu dire qu'il avait intégré une ou deux nouvelles inédites, vraiment inédites en France, de Robert Howard. Et apparemment, elles sont dans celui-là, Les Rois de la Nuit. Parce que de toute façon, le nom de ce recueil, il n'existait pas avant. Et alors, pourquoi j'ai voulu vous en parler? Bah, déjà parce que je suis tombé dessus, et que je l'ai lu là d'un coup, et que ça m'a fait bien plaisir. Et parce que comme ça me permet aussi de vous parler d'autres héros howardiens, à part Conan, quoi. Parce que c'est bien beau, Conan, c'est bien gentil, mais il n'y a pas que lui. Donc, Les Rois de la Nuit, de Robert E. Howard. Alors, ce qui m'a plu tout de suite dans ce recueil, c'est que les 2 premières nouvelles, elles ont pour héros. Alors, on sait jamais si on doit prononcer Kul ou Kul ou Kul. Donc c'est K-U-2-L, et c'est en fait le héros qui a précédé Howard, c'est toujours le même lapsus, qui a précédé Conan en fait dans ce monde iborien, enfin, qui n'était pas encore créé à l'époque où Howard l'a inventé. En fait, je vous avais expliqué dans le podcast sur Conan que Howard, quand il a créé justement ce personnage, Conan, il a eu besoin de créer tout un monde un peu mythique qu'il a appelé l'âge iborien. Et comme il le disait lui-même, ça commençait au moment où Atlantis sombrait, et ça finissait dans un autre cataclysme, en gros au moment où la véritable histoire connue commençait. Et ensuite, comme tous les auteurs qui créent un monde à part entière, il a rattaché en fait d'autres personnages à ce monde iborien, et ces 2 personnages ils sont dans ce recueil de nouvelles. Il y a Kul. Alors Kul, c'est le roi de Valusie, mais c'était un Atlante à la base, qui vivait donc en Atlantide à l'époque où elle n'était pas encore submergée par les flots, et des montagnes atlantes, il a eu envie de rejoindre le continent à l'époque où il y avait 7 empires, et l'empire le plus prospère était la Valusie, et apparemment il y avait une dynastie un peu dégénérée d'empereurs qui tenaient cet empire en main, quoi, et Kul l'a conquis en fait. Il s'est dit que plutôt qu'être euh, un simple Atlante, bon, je pense que c'était déjà un noble ou un truc comme ça, il préférait être un empereur sur le continent, quoi. Et donc il est devenu empereur de Valusie. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la première
nouvelle de Conan. En fait, c'est une adaptation d'une nouvelle de Kull qui s'appelait Par cette hache je règne. Et la première nouvelle de ce recueil, c'est Les Miroirs de Tuzuntun. Et c'est une des plus célèbres en fait d'Howard et de Kull. En tout cas, c'est la plus célèbre de Kull, c'est sûr. Et je crois que c'est une des nouvelles que j'ai le plus lu d'Howard parce que, comme je vous le disais, autrefois, quand Howard n'était pas traduit, avant que Brajlon fasse ce travail, il n'y avait que Neo qui avait traduit un peu Howard. Et sinon, dans les anthologies, on trouvait souvent, dès que c'était des anthologies qui traitaient des auteurs de l'époque d'Howard, on trouvait souvent l'Empire des Nécromants, genre de Clark Ashton Smith, et les Miroirs de Tuzuntun de Howard, quoi. J'ai dû le lire, je sais pas combien de fois, non, j'ai pas combien de nouvelles, et d'ailleurs Kull, parce qu'il y a par exemple chez Brajlon, il y a un volume Kull avec toutes les nouvelles et romans du roi Atlante, et chez Neo aussi il y avait un opuscule Kull. Et donc le Miroir de Tuzuntun, c'est la nouvelle la plus célèbre de ce roi Atlante. Et ça m'a fait plaisir déjà pour ça, parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu des nouvelles de notre ami Kull, et ça marche toujours aussi bien. Et comme je vous l'avais dit aussi à l'époque où j'ai fait le podcast sur Conan, bien que je ne nie en rien la qualité littéraire et artistique des histoires de Conan, moi j'ai toujours dit qu'en fait c'était peut-être pas forcément mon héros préféré de Howard. Et d'ailleurs la preuve, hein, j'ai finalement lu toutes les histoires de Conan là qu'à l'occasion des derniers podcasts là, quand je suis tombé sur les trois poches là. Et donc, Kull, en fait, c'était un de mes personnages préférés d'Howard, justement, parce que j'avais toujours trouvé que, justement, on connaissait un peu un prototype conanien dans ses aventures, mais il y avait un brin de mysticisme en plus, d'ésotérisme, un peu aussi le fait qu'on sache très bien que c'était la fin de l'Atlantide, en fait, que c'était le crépuscule de son ère. Euh, et par exemple, il avait genre son meilleur ami, le premier guerrier de son empire, c'est un Picte. Mais à l'époque où les Pictes vivent dans des îles proches de celles de l'Atlantide et sont connus comme des guerriers valeureux et qu'ils n'ont pas encore régressé, parce que dans l'âge iborien, les Pictes deviennent presque des barbares après justement l'apocalypse où l'Atlantide est submergée par les flots. Et à l'époque, genre, les Pictes, ils étaient presque les égaux des Atlantes. Et il s'appelle Brûle à la lance. Et il est destiné d'ailleurs à devenir un roi Picte. Et ce qui est marrant, c'est que justement, ensuite, dans la deuxième nouvelle, c'est ma préférée de Kull. Alors attendez, il faut juste que je trouve le titre. Les Rois de la Nuit. En fait, ce qui est fort, comme je vous dis, en fait, Conan, encore une fois, lapsus, Howard, il a rattaché deux figures ensuite parmi toutes ses créations à l'âge iborien, c'est Kull, donc dans le passé, et ensuite Bran McMahon, un roi Picte, mais genre de l'époque, euh, j'allais dire, réelle, à l'époque justement où les Romains essayent d'envahir la Calédonie, c'est-à-dire l'Écosse, et où ils se heurtent aux Pictes. Et Bran McMahon, c'est le dernier roi Picte, en gros, qui essaye à tout prix de sauver son peuple de l'invasion romaine. Et en fait, Bran McMahon, c'est un lointain descendant de Brûle à la lance. Donc, en fait, c'est comme une boucle. Et dans cette nouvelle, là, cette longue nouvelle, qui s'appelle, que je viens juste de vous la dire, mais j'ai oublié, Les Rois de la Nuit, en fait, c'est la bataille finale. Bon, il y a déjà le mur, etc. Et les Romains essayent une énième fois d'envahir le territoire écossais. Alors, petite anecdote historique. Euh, le mur d'Adrien, c'est venu tard, hein, parce qu'Adrien, c'est le deuxième siècle. Et ils ont envahi la Bretagne à l'aube du 1er siècle, hein. Déjà, César, il a fait deux ou trois campagnes en Bretagne. Bon, il n'avait pas réellement l'intention de conquérir à ce moment-là, mais c'était pour montrer que justement, il était capable de faire une campagne victorieuse, euh, non seulement en Gaule, mais dans tout le pays celte, en gros. Et donc, il y a
des figures déjà mythiques de la résistance celte bretonne, euh, comme par exemple Boudica ou Boadicée, comme on dit, la fameuse reine guerrière. Mais au nord, donc, il y avait la Calédonie, ce qui est l'Écosse aujourd'hui. Et en réalité, quand il y a eu la véritable invasion romaine, il y avait donc un général de la Légion qui avait été envoyé pour conquérir Alba, Britannia. Et en fait, il avait réussi à conquérir. Il était monté, il s'appelait Agricola, ce général, et il avait réussi à conquérir l'ensemble de l'île, de ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni, si on enlève l'Irlande, quoi. En tout cas, de l'île britannique, et il était monté jusqu'au nord. Et le truc, c'est qu'en fait, je sais plus quel empereur régnait à cette époque-là. Euh, je sais pas si c'était Auguste ou s'il était déjà mort, mais en tout cas, c'était au tout début de l'Empire. Le problème, c'est que, comme d'habitude, la frontière germaine, les Germains faisaient des siennes, quoi. Alors c'est peut-être au moment où justement il y a la fameuse victoire de Teutoburg, vous savez, en 9 après Jésus-Christ, euh, où il y a Arminius qui réussit à défaire les légions romaines. C'est possible que ce soit à ce moment-là. En tout cas, il rappelle les légions d'Agricola pour pouvoir colmater la brèche là, du limes germanique. Et à cause de ça, en fait, ils perdent l'Écosse pour toujours. Parce qu'ensuite, ils n'ont jamais réussi à récupérer l'Écosse. Ils ont envahi ce qui est aujourd'hui l'Angleterre et le Pays de Galles. Mais par contre, ils ont été obligés de construire le mur justement parce que là, les Pictes, euh, ils ont repris du poil de la bête et ils se sont battus contre eux jusqu'au bout. Donc on est à l'époque justement où il y a le mur et où il y a une énième tentative de conquête de la Calédonie. Et Bran McMahon donc essaye de réunifier tous les clans pictes, mais entre guillemets au début de sa carrière. Donc et son emprise sur les clans est assez faible. Et il a comme allié un certain Cormac MacConnacht qui vient d'Erin, c'est-à-dire d'Irlande, qui est donc un cousin, parce que les Gaëls d'Irlande et les Pictes sont des cousins. D'ailleurs, ceux qui ont donné ensuite le nom à Scotland, les Scots, parce qu'en Écosse, il y avait les Scots et les Pictes. Et donc, ils faisaient partie, hein, comme je vous ai expliqué, de ces migrations indo-européennes. Et bizarrement, ils sont passés d'abord donc en Écosse, ensuite en Irlande, et ensuite ils sont revenus en Écosse, les Scots. Et pendant longtemps, ils sont partagés donc les, l'Écosse avec les Pictes, mais à l'époque romaine, c'est les Pictes qui avaient l'ascendant. Et bizarrement, ensuite, après, euh, les Pictes se sont mêlés aux Scots, et à partir du Xe siècle, on n'entend plus parler d'eux. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ensuite l'Écosse Scotland, au lieu de l'appeler Pictland. Ils sont noyés dans la masse, c'est bizarre. Tant qu'ils avaient des ennemis, en gros, ils étaient là, mais après, ils ont disparu. Enfin bref, c'était une aparté historique. Donc à ce moment-là, Bran McMahon est un peu désespéré parce que, comme je vous dis, il n'a pas la main sur tous les clans pictes. Il y a des cousins gaéliques qui viennent l'aider, mais ils sont pas très nombreux. Et il fait même appel à ce qui allait plus tard devenir des Vikings, des hommes du Nord, parce que il y a aussi les premières vagues saxonnes. Bon, ça, c'est historiquement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, Howard. Mais bon, on va faire comme si c'était vrai. Il y a quelques hommes du Nord qui sont perdus là et qui acceptent de se battre aux côtés de Bran McNord, mais justement à une seule condition, parce qu'apparemment c'est des supplétifs romains et ils veulent être, et leur roi est mort pendant une anicroche et ils veulent à tout prix être menés à la guerre par un roi autre que Bran McMahon. Et le truc, c'est qu'il y a le druide des Pictes qui, lors d'une espèce de cérémonie, euh, en fait, ramène Kull du passé euh, à ce moment précis, à la veille de la bataille. Et pour lui, Kull, il pense qu'il rêve. Donc c'est pour ça qu'il accepte de se battre aux côtés des Écossais, d'affronter Rome, parce que pour lui, c'est un rêve. Il rigole, il dit ah, quand je vais me réveiller demain et que je vais parler de ça à mon chambellan et à Brûle, en plus c'est les Pictes, je vais lui dire que j'ai rencontré un roi Picte qui prétend être son lointain descendant. Donc ça crée tout de suite une atmosphère onirique, et toute cette nouvelle, elle détaille la bataille justement
quasi désespéré de Bran McMorn contre les Romains, et justement avec ces espèces de proto-vikings qui acceptent d'être menés par Hercule, parce que en fait la bataille se passe dans une vallée, c'est un peu comme les Thermopyles, il est à la tête de 300 Normands quoi, qui doivent tenir la passe en attendant que les armées irlandaises et écossaises déferlent sur les légions. Et donc c'est que du bon, franchement c'est que du bon. C'est une nouvelle incroyable, je vous la conseille vraiment pour ceux justement qui ont de Robert Howard encore une fois que l'image de Conan. Bah là c'est autre chose. Alors bien sûr c'est des batailles, c'est des grands rois, c'est épique, lyrique, tout ce que vous voulez, mais bon après tout, hein, c'est ce qu'on aime chez lui. Et donc, les deux premières nouvelles mettent en lumière ces deux personnages, et ça fait un peu justement, ça boucle la boucle du monde iborien howardien. Alors ensuite, à mon grand étonnement, j'ai retrouvé encore d'autres personnages que j'adorais de Robert Howard. Il y a une nouvelle dont je me rappelais plus du tout, je sais même pas d'ailleurs si elle n'est pas inédite, qui met en scène encore justement ce Cormac MacConnart là, qui est un prince Gaël et qui se retrouve aux prises avec justement des Vikings. Il est fait prisonnier dans un fort et il y a encore des Pictes mais un peu plus tard quoi c'est une histoire de bastion en fait, une espèce de fort à la mot viking en terre d'Écosse et encore avec des pirates du Nord. Et donc elle est fantastique cette nouvelle aussi. Et ensuite on passe carrément à autre chose. Il y a une nouvelle d'Elborak. Alors pour ceux qui connaissent pas Elborak, là il faut lire ce petit poche rien que pour lui, hein, parce que c'est Francis Xavier Gordon alias Elborak. Alors j'y ai fait allusion aussi dans le podcast de Conan. Elborak c'est encore un autre grand héros howardien. C'est un Texan comme lui, c'est un homme du sud-ouest de l'Amérique. Et comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs justement dans ce recueil on va en reparler, euh, on va dire les 2-3 ans avant sa mort, Howard en fait il a commencé à vouloir abandonner un peu justement les récits soit du type Conan qui se passait dans un monde de fantasy un peu fantasmé, ou justement des récits historiques qui se passaient en Orient ou à l'époque des croisades. Il voulait se concentrer en fait sur le pays où il était né, sur le sud-ouest américain, et il voulait vraiment devenir une espèce de chroniqueur de l'histoire de cette région des États-Unis, du moment de la conquête quoi, jusqu'au jusqu'à son époque. Et en fait, son héros là, Elborak, c'est une première tentative en fait. C'est un Texan qui déjà à l'époque où il vivait dans le sud-ouest des États-Unis, c'était une solide réputation d'aventurier, de gunfighter, etc. Et on ne sait pas en fait comment il se retrouve à un moment donné dans la région d'Asie centrale, d'Afghanistan, au moment où les Anglais justement et les Russes se livrent à ce qu'on a appelé le grand jeu. Alors pareil, c'est encore une anecdote historique, mais je ne sais pas si vous savez, au moment où les Anglais commençaient vraiment à s'imposer en Orient avec la conquête des Indes dans leur ensemble, c'est-à-dire que ça allait de la frontière perse jusqu'en Birmanie, hein. Et ils avaient essayé aussi à un moment donné de prendre l'Afghanistan, ils n'ont pas réussi beaucoup. Et de l'autre côté, il y avait les Russes qui essayaient aussi de descendre, et on a appelé ça le grand jeu. C'était cette espèce de jeu d'échecs sur l'Asie centrale. Chacun essayait en fait d'avoir la main sur cette région. Et donc ce Gordon se retrouve à cette époque-là en Afghanistan et devient une espèce de héros des tribus afghanes. Et il se fait appeler El Borak parce que ce monde-là de guerriers des montagnes finalement l'accepte comme un des leurs, et ça devient un meneur d'hommes. Il devient aussi bon au maniement du sabre qu'au maniement des pistolets, et en fait il devient une espèce de chef de clan et il lui arrive plein d'aventures. Et donc là le Faucon des collines, c'est une des aventures d'Elborak où il se retrouve dans une querelle de sang avec
une autre tribu afghane, et justement en arrière-plan il y a un émissaire britannique qui essaye de faire en sorte que les Russes n'entrent pas dans la danse. Et bah voilà, ça nous transporte dans un paysage totalement différent. Là, c'est pas du Conan, c'est pas du Cul, c'est pas du Cormac McHart ou du Bran McMorn, c'est l'Asie centrale, genre fin 19e, début 20e, enfin plutôt début 20e. Et bah, c'est fabuleux parce que il sait toujours aussi bien écrire, Howard. Et c'est son type de personnage, quoi. Donc j'étais content de retomber dans Elborak encore, ça m'a fait super plaisir. Ben, bien sûr, je vous déflore pas l'histoire en entier, hein, parce que en plus c'est une des nouvelles les plus longues de ce recueil. Elle fait quasiment 100 pages, donc on peut même dire que c'est une novella. Et en tout cas, c'est du dépaysement total, et c'est un nouveau personnage, et comme je vous le dis, il y a un volume qui lui est entièrement dédié. Encore une fois, chez Brajlon. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas payé par Brajlon, hein. Si je vous dis que c'est chez Brajlon, c'est juste parce que ça existe que chez Brajlon, ou pour ceux qui ont un peu d'argent à mettre sur internet, il y a quelques volumes de Néo. Euh, je crois qu'il y avait Elborak le Magnifique et un autre encore, Elborak. Bon, ils sont un peu durs à trouver, hein. Au moins les autres ils sont dispo. Et je crois qu'ils existent aussi d'ailleurs en poche, hein, dans dans cette, cette édition là de livre de poche. Ensuite, excusez-moi, je m'égare. Parce qu'il y a un autre héros de fou là qui avait oublié. Et il y a deux nouvelles avec lui. C'est notre ami le Dalcassien. Alors le Dalcassien c'est quoi? C'est une espèce de tribu irlandaise, pareil de l'époque. Bon, c'est un peu plus tardif, hein, c'est l'époque des invasions normandes. Et il s'appelle Turlog Dub. J'ai jamais réussi à prononcer son nom, Turlog Dub, ou je sais pas, il y a un H, je sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est un prince euh, qui est un super guerrier, quoi. Qui apparemment, les Dalcassiens, ils étaient connus pour leur maniement de la hache, et il y avait la hache dalcassienne qui était à l'époque la seule capable de fracasser les côtes de mailles et les boucliers justement des Normands et des mecs en armure. Et lui, en fait, normalement, il est promis un grand avenir au sein de sa tribu. C'est un prince, en fait. C'est possible même qu'il devienne roi à un moment donné. Mais, et ça, dans toutes les nouvelles où il apparaît, en fait, on voit que à un moment donné, il a été trahi et il a été banni, il est devenu hors la loi. Et donc, après, il erre à travers le monde. Et ce qui est fort, c'est que là, pareil, il y a deux nouvelles où il, il est mis en scène là. Il y a, alors pareil, il faut que je regarde encore la table des matières. Il y a La Nuit du Loup et il y a Les Dieux de Balsagoth. Alors les Dieux de Balsagoth, c'est pareil, elle est super connue cette histoire. Balsagoth, ça rappelle un peu le vocabulaire Lovecraftien, parce que comme vous savez, ils étaient potes tous les deux, Howard et Lovecraft, et parfois ils se renvoyaient un peu la balle dans le genre de dieu bizarre là qu'ils inventaient. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a une des deux nouvelles où il est encore jeune justement et où il se bat encore en tant que prince d'Alcatien contre une invasion viking. Et il y a une nouvelle où ça y est, il a été banni et il se retrouve avec un Saxon dans une nuit de tempête sur un bateau viking où il reste plus que qui fait naufrage, et c'est les deux seuls survivants. Et il se retrouve sur une île de l'Ouest, entre, on va dire dans l'Atlantique quoi, où il y a une ancienne civilisation qui vit dans la cité de Balsagoth, qui est dirigée par un sorcier. Alors là, c'est du horror classique. Il y a une princesse, qui veut prendre le pouvoir, il y a un sorcier qui manipule des démons, il y a des hordes barbares qui veulent prendre le pouvoir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que ce personnage-là, Turlog, il est exceptionnel. Et c'est ça, chez Howard, il a créé une tripotée de... Alors on pourrait dire que c'est toujours le même personnage, que ce soit Conan, Kull, Bran McMorn, Turlog, Elborak. Alors oui, ils ont tous cette vitalité, ce, ce- ce don de guerrier, etc. Mais ils ont tous des différences aussi. On pourrait dire à la limite que chacun d'eux représente une facette de cette espèce de guerrier ultime que Howard affectionne.
Mais en tout cas, il faut pas croire que c'est juste du copier-coller à chaque fois et que c'est en gros des aventures de Conan, mais dans un autre milieu, dans un autre monde, avec un autre nom. Ils ont chacun leur particularité. Et franchement, moi, ce Turlogue là, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas un recueil juste de ces aventures. Il y avait autrefois au Fleuve Noir, justement, Fleuve Noir avait repris justement les droits de Néo et avait édité des petits poches, justement, qui reprenaient les volumes de Néo. Et il y en avait quelques-uns justement où étaient égrenées des nouvelles de Turlogue, justement. Et il y en avait un où il y avait des nouvelles inachevées, où il se retrouvait genre en Orient, il se retrouvait. Et ça me rendait fou, ça me rendait fou. C'est comme Bran McMahon, pareil. Bran McMahon ou Cran McMahon. Je crois que c'est Bran McMahon aussi, à un moment il se retrouve en Inde. Enfin, c'est un des deux. Mais il y en a un, il se retrouve dans les steppes. Et celui des steppes, il était tellement. Maintenant que j'ai lu plein de bouquins d'histoire, justement, sur l'histoire des steppes, là, c'était tellement juste, historiquement, là, le moment où il se retrouvait là-dedans. Et les comportements des différentes tribus qu'il rencontrait. C'était ça aussi le don de Howard. C'était que, comme je l'ai dit, c'était un érudit quand même. Alors bien sûr, euh, c'était par rapport aux sources dont il disposait à l'époque. Pour certaines sources, aujourd'hui on se rend compte que c'était pas vrai, ou le truc qu'on peut reprocher aussi c'était que il y avait encore ce problème, enfin par rapport à ses écrits personnels, à sa correspondance, comme je l'ai dit à maintes reprises, hein, c'est pas comme Lovecraft justement. Dans la correspondance avec Lovecraft, on sent bien que justement dès que Lovecraft a des dérives racistes, Howard le remet en place direct, en lui faisant comprendre que lui il mange pas de ce pain là. Mais par contre, c'est le vocabulaire en fait, le vocabulaire des années 20-30 là où souvent il parle de la race blanche anglo-saxonne, aryenne dans le sens indo-européen. Et c'est vrai que parfois, nous, en 2025, lire ça, bah, justement parce que, après tout ce qui s'est passé avec ce genre de théorie là, bah, ça peut mettre un peu mal à l'aise, mais encore une fois, il n'y a aucun relent raciste ou enfin nauséabond. C'est juste que les anglo-saxons à l'époque, la génération de Howard là, ils se basaient sur justement les premières études sur les migrations des Indo-Européens, qu'on appelait aussi les Ariens. C'est encore une autre aparté, je l'ai dit dans plein de podcasts. Ariens, en fait, c'est les nazis qui ont vraiment repris ce terme et qui se l'ont approprié. C'est pour ça qu'on l'emploie plus en histoire maintenant. Mais en fait, Indo-Européens et Ariens, ça veut dire la même chose. Ça vient de ces peuples, justement, des steppes, euh, qui ont immigré 2-3 000 ans avant Jésus-Christ, qui ont déferlé sur l'Europe et qui ont en gros créé tous les peuples européens actuels et les langues, parce qu'à la base c'est la langue indo-européenne. Donc je vais pas vous refaire encore l'historique, j'en ai parlé 1000 fois. C'était juste une parenthèse pour les néophytes qui pourraient trouver choquant certains types de vocabulaire parfois dans les nouvelles, mais en fait c'est une question de contexte aussi. C'est un Texan des années 20-30 qui parle comme un mec de cette époque-là, quoi, un anglo-saxon de l'époque. Mais encore une fois, à la différence de son contemporain à Lovecraft, où lui, on sait très bien que, en tout cas au début de sa vie, avait des thèses bon, dégueulasses, quoi. Euh, Ça n'a pas été le cas de Robert Howard. Bon, parenthèse fermée. Donc, on a deux nouvelles de Turlogue qui sont fantastiques. Ensuite, justement en parlant de Lovecraft, eh ben, on a une espèce de nouvelle Lovecraftienne, un peu toute seule, qui se retrouve là, qui est pas très longue, qui s'appelle Le Peuple de la Côte Noire. Ça ressemble typiquement à une nouvelle de Lovecraft, un mec qui fait naufrage dans une île inconnue, avec des monstres, et c'est du Lovecraft, mais à la Howard. Donc rien que pour ça, c'est croustillant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais qu'on a encore un ou deux trucs intéressants. On a... Parce qu'il y a l'étude de Balsavat, les enfants de la nuit, le crépuscule du gris, l'horreur dans le tertre. Alors les deux dernières, justement, avant de parler des enfants de la nuit, parce que j'ai un petit blanc. Les enfants de la nuit, page 327. Donc,
pendant que je vérifie, je vous parle des deux dernières. Comme je vous l'ai expliqué, donc Howard, à la fin de sa vie, il était vraiment intéressé par l'histoire du sud-ouest des États-Unis. Et donc pareil, dans sa correspondance, que ce soit à Clark Ashton Smith, à son agent, à Lovecraft et à d'autres amis, et il, il faisait vraiment étalage de son envie de se détourner de ses précédents centres d'intérêt pour écrire là-dessus. Et dans ce, dans ce recueil, justement, les deux, derniers, les deux dernières nouvelles, alors j'ai encore perdu la page, voilà, ça s'appelle L'or dans le tertre et Querelle de sang. Ah bah, L'horreur dans le tertre, pardon, elle n'est pas inédite celle-là, parce que il y a même un volume de Néo qui s'appelle L'horreur dans le tertre. Et en fait, ça se passe là, ça se passe dans le Texas, à l'époque de Howard. Et L'horreur dans le tertre, pardon, en fait, c'est une histoire de vampire, mais transposée dans le sud-ouest, donc avec des cow-boys, des indiens, des mexicains, donc c'est original. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a plein de lecteurs qui sont pleins parce qu'ils estimaient que Howard avait vraiment maltraité le thème du vampirisme pour le transposer dans le Far West américain. Mais franchement, moi je la trouve pas mal cette nouvelle. Et on a une vraie euh, euh, nouvelle inédite qui s'appelle Querelle de sang. Et ça fait référence justement à ce qu'on appelait les blood feuds, vous savez. En- Aux États-Unis, il y a plein de villes qui sont célèbres parce qu'il y a des familles, par exemple, qui se sont battues sur des générations. Ils avaient des feuds, justement, ce qu'on appelle des espèces de vendetta entre eux. Et justement, il avait visité la ville où il y avait eu euh, Billy the Kid. Qui, je sais plus, soit il était originaire de cette ville, soit il était passé par là. Il y avait eu une espèce de gunfight qui est resté célèbre dans l'histoire américaine. Et justement, il avait vraiment envie de traiter ce sujet. Et en fait, comme son nom l'indique, la querelle de sang, c'est ça. C'est genre deux Texans qui se détestent depuis qu'ils sont jeunes et qui vont s'affronter toute leur vie. Et on va voir justement comment ça finit. Et donc, pour en revenir aux Enfants de la Nuit, pareil, là en fait, c'est une espèce de réponse au Necronomicon de Lovecraft. En fait, il y a un groupe de personnages, et pareil, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas eu un recueil qui reprend toutes les nouvelles de ces 5 ou 6 personnages. En fait, c'est une espèce de club d'explorateurs qui sont en même temps des espèces d'anthropologues, de passionnés euh, d'ésotérisme, de culte ancien, etc. Et donc, comme vous le savez, Lovecraft avait inventé le Necronomicon qui avait été écrit par euh, euh, l'arabe fou de Syrie qui s'appelait, je crois, Ahmad l'arabe fou, un truc comme ça. Et lui, pour faire miroir à ce Necronomicon de Lovecraft, il invente le Nameless Cult de Von Just. Genre, il y a un certain Von Just qui aurait écrit un livre des cultes sans nom, des cultes innommables, et il aurait fait la liste de toutes ces espèces de religions horribles à sacrifice, etc., qui subsistent encore en fait secrètement sur la surface de la Terre. Et ce groupe d'explorateurs là, souvent ils en font référence parce que à chaque fois il y en a un ou deux qui racontent sa dernière aventure et il y a une espèce d'horreur, une abomination que Von Just a signalé dans son fameux livre Nameless Cult. Et là en fait les enfants de la nuit c'est une espèce de voyage dans le temps parce que justement pendant une de ces réunions d'explorateurs il y a un des protagonistes là qui reçoit un coup d'espèce de hache picte mais paléolithique là en pierre et, parce qu'un de ses collègues sans faire exprès l'a assommé et ce coup en fait le renvoie dans une de ses vies précédentes où il était encore une fois c'est les mots qu'il emploie là, un des premiers Ariens à être arrivé sur l'île britannique encore une fois et le peuple, les enfants de la nuit ça fait référence à ce qui aurait donné ensuite les peuples de Faérie ou les Farfadets, les Lutins, parce qu'apparemment il y aurait eu un premier peuple en Albion qui était dans les Féroé, etc., mais que les Pictes auraient
quasiment éliminé de la surface de cette île, et il se serait réfugié dans des souterrains, dans des cavernes, dans les forêts, et puis il serait dégénéré en fait. Et au moment où se retrouve donc le héros là, dans la peau d'un de ses ancêtres, en gros, c'est les derniers combats entre justement ces peuples indo-européens qui viennent d'arriver et qui arrivent après les Pictes et qui se frottent encore à certains de ces enfants de la nuit. Et donc voilà, il y a une espèce de boucle comme ça temporelle où ils se retrouvent à combattre ces êtres difformes là, à les poursuivre dans leur souterrain. Et donc pareil, c'est encore une espèce de réponse à Lovecraft parce que pendant un moment, euh, en plus de leur correspondance, il y avait un jeu entre eux, avec Clark Ashton Smith aussi, où ils se faisaient des références, euh, presque des private jokes entre dans certaines nouvelles. Et pour des amateurs comme nous, hein, qui lisons beaucoup et qui, au bout d'un moment, connaissons l'œuvre de ces trois grands de la fantasy, bah, même nous, en fait, ça fait plaisir. On se rend compte qu'ils ont créé une espèce de monde commun et on arrive à naviguer à l'intérieur de tout ça. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nouvelles dans ce petit recueil, Les Rois de la Nuit. Et bah moi je vais le garder parce que comme il y a une nouvelle qui est inédite, en tant que geek, bah ça fera un bouquin de plus de Robert Howard dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'était juste pour revenir vous faire un petit coucou et de vous parler de Robert Howard. Par contre, je suis vraiment déçu. Vraiment, hein, parce que les podcasts sur Conan, franchement, il n'y a pas beaucoup d'écoute. Sérieusement, j'ai pas réussi à casser le mur là de préjugés qu'il y a contre Conan. J'aurais peut-être dû changer le titre, hein, mais bon, j'espère qu'avec celui-là vous allez aimer Howard quand même. Alors, il est 1h33 du matin, j'ai peut-être un peu bafouillé. Donc là, j'ai recommencé mes mauvaises habitudes, hein. Je suis resté 2 semaines sans faire de podcast et j'en ai fait un la nuit. Mais bon, c'est parce que vous me manquiez, cher mangeur de livres. Et ben voilà, j'ai fini pour ce numéro. La prochaine fois, on changera de thème. On va laisser Howard tranquille un peu. Je sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais par contre, j'essaierai d'en faire un très vite. A bientôt les mangeurs de livres.